Mes chers amis, merci à Paul-Marie Couteau, que vous voyez devant vous, de me recevoir dans sa nouvelle demeure parisienne. Je m'en réjouis, je suis très flatté de cet accueil. Et je voulais qu'il nous parle. Il m'a mis en garde contre le subjonctif imparfait. Je voulais qu'il nous parle de son expérience de parlementaire européen, parce qu'il voulait nous en dire quelques mots, et notamment des influences, des interférences, des ingérences étrangères au sein du Parlement européen. Est-ce que tu peux nous dire quand tu as été parlementaire, Paul-Marie ? Alors, de juin 1999, j'ai été élu, j'avais 42 ans, à la faveur de la surprise constituée par le succès de la liste de Charles Pasqua, Philippe de Villiers, et j'ajoute Marie-France Garot, qui étaient les trois premiers de la liste, qui ont dépassé... C'était un peu l'alliance de la carpe et du lapin. C'était la préfiguration de ce que j'ai toujours souhaité, de ce que je souhaite toujours, de ce que je souhaiterai jusqu'à la fin de mes jours, l'union des droites. Il y avait Philippe de Villiers qui représente une certaine droite, Charles Pasqua qui représente une autre, évidemment de tonalité très gaulliste, ainsi que Marie-France Garot, dont on pourrait dire qu'elle est plus pompidolienne. Mais enfin, il y avait déjà... la droite orléaniste n'existe pas. La droite orléaniste est un centre. Ça, il faut être bête comme René Raymond pour penser que vous connaissez la typologie des trois droites, l'orléaniste, la bonapartiste et la légitimiste. Il se trouve que sur ces trois droites, il y en a deux qui sont des centres. L'orléanisme est un centrisme et le bonapartisme est un centrisme. Il n'y a qu'à droite légitimiste. Alors, elle était représentée en effet par trois chefs de file qui ont réussi à dépasser la liste officielle du RPR, qui était menée à l'époque par Nicolas Sarkozy, qui se remettait à peine de sa disgrâce consécutive au soutien qu'il avait accordé en 1995 à la candidature d'Édouard Balladur, et que nous avons battu sur le fil, grâce à quoi j'ai été élu député européen, un peu grâce à Pasqua, beaucoup grâce à un ami dont j'ai grand plaisir à citer le nom avec une once de tristesse parce qu'il nous a quittés bien trop jeunes, William Abitbol. Alors il y a deux choses qui m'ont marqué, l'une que j'ai souvent dite, que j'ai observée tout de suite dès le début de mon premier mandat. Je m'empresse de dire d'ailleurs que j'ai été réélu en 2004, cette fois avec Philippe de Villiers simplement. Et contre Charles Pasqua, j'étais tête de liste en Ile-de-France, Charles Pasqua aussi, mais je l'ai battu, même j'ai eu plus de deux fois plus de voix que lui. Et j'étais le seul d'ailleurs des 13 élus de 99 à être réélu en 2004, de sorte que j'ai été député jusqu'en 2009. Donc la première chose qui m'a frappé, disais-je, c'est que ce Parlement européen n'avait de Parlement que le nom. C'était vraiment un Parlement Potemkin, pour dire qu'il y a un Parlement européen qui est soumis à toutes les influences. J'aimerais en parler notamment des influences étrangères et principalement aussi d'une influence majeure qui est celle de la Commission européenne, elle-même manipulée par des puissances étrangères et tellement étrangères qu'elles sont plus souvent, je parle des États-Unis, étrangères à l'Europe elle-même. Voilà. Inutilité de ce Parlement, j'ai certes repiqué en 2004, mais étant donné une fonction d'informateur, j'avais lancé, avec la complicité d'un de mes vieux amis, Patrick Pommier, que j'ai plaisir à citer parce que sans lui je n'aurais pas pu le faire, une lettre d'information qui s'est appelée L'Indépendance, suivie d'une revue, les Cahiers de l'Indépendance, dans lesquels nous donnions autant d'informations que possible, au nom de l'indépendance justement, sur ce qui se manigançait au Parlement européen. Et je dois dire qu'on a joué un certain rôle, car cette feuille, pour limiter que fût sa diffusion, on avait quand même 7 ou 8 000 abonnés, ça commençait à être lu dans les chancelleries, en tous les cas dans les rédactions. Nous avons lancé l'affaire Bolkenstein. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si tu te souviens, cher, on se tutoie devant la caméra, comme on le fait comme dans la vie. Mais nous avons accordé une très large place à ce qu'un de mes collaborateurs au Parlement européen m'avait montré, projet encore dans les cartons de la Commission européenne,
porté par un commissaire européen du nom de Bolkenstein, c'était un Danois, au terme duquel il est d'ailleurs entré en application plus loin. La fameuse directive Au terme de laquelle les travailleurs étrangers arrivaient en France avec le droit social de leur pays, c'est-à-dire un droit social 9 fois sur 10 très inférieur aux protections françaises. C'est la directive sur le travail détaché qui est encore l'objet de critique aujourd'hui. Et elle est hautement critiquable. Et nous l'avions divulguée. Je l'avais repris avec Philippe de Villiers d'ailleurs en 2004 dans un article du Figaro, et ça a un peu servi de détonateur à ce qu'elle était être une campagne victorieuse, la campagne faussement victorieuse, un temps victorieuse, la campagne du non-référendum, 29 mai 2005, le non l'emporte, mais voilà que 2 ans plus tard, supercherie qui est à mon avis une forfaiture, c'est-à-dire le plus haut niveau de l'atteinte au droit, la parole du peuple a été gommée d'un coup de plume, ou en tous les cas d'un coup d'État qui s'est appelé le traité de Lisbonne, et la Constitution très tarabiscotée, mais l'aveu même de son propre auteur, Valéry Giscard d'Estaing, changée, modifiée dans les termes, maquillée, les mêmes dispositions ont été reprises sous la forme d'un traité honteusement ratifié par le Parlement, enfin autorisation pour dire les choses comme il faut, autorisation de ratification donnée par une réunion à Versailles en congrès. Ce jour était honteux, j'ai fait une manifestation à Versailles avec mes amis de l'époque, Pierre Lefranc, Nicolas Dupont-Aignan, plusieurs dignitaires du mouvement pour la France. Ça n'a servi à rien. Le traité de Lisbonne est entré en application peu après, et donc la Constitution, sans le mot refusé par les Français, a honteusement été mise en application. À partir de là, d'ailleurs, je pense que tout ce qui découle en fait de politique européenne, mais finalement de politique tout court, est illégitime et pratiquement illégal. Pourquoi ? Parce que cette forfaiture vicie l'ensemble de ce qui a suivi en matière de construction européenne, mais on pourrait même dire que tous les pouvoirs qui ont avalisé ce coup d'État procèdent du coup d'État et donc sont illégaux. Je pèse mes mots. On est passé de l'illégitimité, car je pense qu'est illégitime, comme l'a répété Marie-France Garot, toute dépossession d'un des atouts majeurs de la souveraineté. C'est illégitime en droit. Un État ne peut se dépouiller des instruments de sa souveraineté, et c'est même illégal à cause de la forfaiture du traité de Lisbonne. Je pense qu'on pourrait même dire que tous les pouvoirs qui procèdent de l'élection au suffrage universel sont viciés. J'ajoute 2 choses d'ailleurs. C'est que d'une part, on peut s'abriter derrière le lancement de la marche à la construction d'un super-État européen que fut le traité de Maastricht, mais je tiens à dire qu'à Maastricht, c'est à cette occasion d'ailleurs, je ne vais pas raconter mon histoire personnelle, je le ferai dans un livre prochain, mais à l'occasion du traité de Maastricht, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, et ce traité est très important, et il faut dire qu'il n'a pas été approuvé par la majorité du peuple français. Alors certes, il y a les abstentionnistes, mais même si on sort les abstentionnistes du référendum de septembre 1992, approuvant Maastricht, il faudrait aussi sortir les votes blancs. Près de 4%, plus de 3% de votes blancs. C'est bien qu'on peut dire qu'il y a eu 49% de oui par rapport aux votants. Pas aux exprimés, aux votants, gens qui se sont déplacés. 49% de oui, 48% de non, même l'écart n'est pas si grand, et près de 3% d'abstention. De vote blanc ou nul. Le vote nul était souvent des votes très vengeurs, du genre non à l'Europe ou vive l'indépendance de la France, etc. Donc c'était des refus plutôt, hélas, ces votes nuls. Mais c'était peut-être des votes qui ne voulaient pas mettre en difficulté les pouvoirs de l'époque, c'était François Mitterrand. Et donc ils sont réfugiés dans le vote nul pour ne pas dire non. Mais il reste que la majorité des votants n'a pas dit oui au traité de Maastricht, et que déjà le vice juridique était dans ce fait passé sous silence, mais à peu près tous les juristes
dignes de ce nom savent que quand un référendum n'est pas approuvé par la majorité non seulement de la population, c'est-à-dire des inscrits, mais même des votants, de ceux qui se sont déplacés, il faut revoter. Et on n'a pas revoté à Maastricht. C'est le premier coup d'État. Le second était encore plus terrible, c'est 2005 et 2007, le traité de Lisbonne, puis son entrée en application en mars 2008. C'est à partir de 2008 que tout devient, à mon avis, non seulement illégitime en principe, mais illégal. Alors j'ai participé à tous ces combats en tant que député européen, du moins à partir de juin 1999 jusqu'à juin 2009. Je ne me suis pas représenté en juin 2009, je pensais que ça suffisait comme ça, parce que vraiment ce Parlement n'en était pas un, on nous faisait voter n'importe quoi. N'importe quoi, par exemple, je voudrais vous raconter une anecdote. Je l'ai déjà raconté d'ailleurs un jour à table et je l'ai raconté en différentes circonstances. Et cette fois, je passe au second sujet d'étonnement que fut pour moi cette expérience de 10 ans à ce qui s'appelle le Parlement européen. À l'époque où je n'étais pas député européen, mais je m'attachais à dire que j'étais député français au Parlement européen, et encore le mot Parlement est très sujet à caution. Ce second sujet d'étonnement, c'est l'extraordinaire puissance de l'influence étrangère, notamment états-unienne, on n'en a pas idée, dans tout ce qui se fait dans la nébuleuse bruxelloise. Pourquoi tu dis qu'on n'en a pas idée? On n'en a pas idée. Je donne un exemple. Si on en avait une idée, je pense d'ailleurs que les Français seraient dans la rue pour autre chose que pour des affaires un peu secondaires, comme les questions et encore pour des réformettes d'âge de la retraite, parce que c'est fondamental. Voilà l'anecdote, elle dit tout. Et j'ai été content de citer Marie-France Garot tout à l'heure, parce que c'est grâce à elle que j'ai compris ce qui s'était passé un jour, un beau jour. C'était en 2002, je crois. Nous avons voté sur, tenez-vous bien, les normes de sécurité applicables aux ampoules qui balisent, on peut dire, les voies de chemin de fer à travers l'Europe. Petite lampe comme ça. Très technique. D'ailleurs, parenthèse, les sujets sont souvent anodins. Un jour, c'était même ridicule. Nous avons légiféré sur la normalisation des rétroviseurs des véhicules agricoles à moteur. Aussi appelé tracteur. Ça s'appelait comme ça dans la directive, dans le projet dans la résolution. Mais j'en reviens à mes ampoules. Je m'étais abstenu. Comment savoir s'il fallait améliorer ou pas les normes de sécurité? Pourquoi? Quel était le risque qu'elles explosent ou qu'elles explosassent? Je ne sais pas. Toujours est-il que je me suis abstenu, et quelques jours plus tard, dans la voiture, parce que c'est un parlement où on ne parlemente pas, on parlemente soit au restaurant, soit dans la voiture qui nous mène à la gare de Bruxelles-Midi, quand on est à Bruxelles. Ou place du Luxembourg. Ou place du Luxembourg. Dans le café. Tu connais bien tout ça. Ou alors dans le train. Le Parlement se fait beaucoup plus dans le Thalys que dans l'hémicycle. C'est là que l'on parle. Et justement, un jour, je rentrais à Paris avec Marie-France Garot, avec qui j'ai toujours d'excellentes relations, et qui en apprend beaucoup. Et il se trouve que son fils était à l'époque, peut-être, ingénieur chez Philips. Il me dit, mais qu'est-ce que vous avez voté l'autre jour sur cette résolution relative à une norme de sécurité applicable aux ampoules et aux chemins de fer? Je m'en souvenais plus, parce que quelquefois des textes incongrus comme ça, on en vote en 1 heure, 1 heure et demie, une dizaine. Hein. Alors c'est oui, non, abstention, oui, non, abstention, etc. Il faut savoir les préparer. Et je voudrais aborder tout à l'heure une autre question. Pour comprendre, il faut savoir dans quelle langue on lit ces résolutions, parce que très souvent elles sont en anglais. Si vous ne parlez pas très bien anglais, vous ne voyez pas passer une balle. Mais ça, je voudrais qu'on y revienne tout à l'heure, parce que ça fait partie du drame, car c'est un drame. J'ai donc répondu avec Marie-France Garot que je ne m'en souvenais plus, et que vraisemblablement je m'étais abstenu. Quand je ne comprends pas, je préfère m'abstenir pour ne pas faire trop de bêtises. Elle me dit, ben voilà. Mon fils m'a appris que le vote positif que nous avions donné à ce projet de résolution sur les ampoules excluait
du marché des ampoules, et c'est un gros marché, parce que des chemins de fer, il y en a quand même à travers toute l'Europe, toute entreprise européenne, au seul bénéfice d'une entreprise qui fabrique les ampoules conformes aux nouvelles normes de sécurité qu'on fabrique dans l'Arkansas. Poteau rose. Parce qu'en réalité, c'est là que l'on comprend qu'on est toujours dans le brouillard quand on vote par rapport au regard des véritables motivations de ce que l'on propose et de ce qu'on demande de voter. Il faut dire aussi qu'au Parlement européen, c'est d'autant moins un Parlement, et d'autant moins un Parlement, que les groupes sont assez prégnants et que très souvent les députés votent comme le chef de file de leur groupe demande de voter. Et d'ailleurs les listes de vote sont établies par les assistants, et puis ils se copient les uns les autres. Il y a pas, les assistants se copient les uns les autres au sein d'un même groupe, c'est-à-dire que tout un groupe vote de la même manière. Il suffit donc qu'il y ait une personne d'un groupe, et vous allez me voir venir, soit circonvenu par un groupe de pression, on appelle ça en anglais, bien que j'y rechigne, un lobby. Un corridor. Que dites-vous ? Un corridor. Un corridor. Bon, un corridor. Oui, c'est ça, un corridor. Mais alors, si c'est allusion au corridor du Parlement européen, alors, parenthèse, ça se fait même pas dans les corridors. J'avais été auparavant auprès de Philippe Séguin, dont j'étais chargé des questions culturelles. En fait, j'étais la plume à l'hôtel de l'AC, quand il était président de l'Assemblée nationale, jusqu'en 97. Et là, j'ai vu les lobbies contenus. Il n'était pas question qu'ils entrent dans la salle des pas perdus, par exemple. Pas du tout. Le Parlement européen, c'était pas une affaire de corridor. À peine sortait-on de l'hémicycle, qui avait plusieurs portes, on était entouré de représentants de telle ou telle société, quelquefois des sociétés françaises, souvent des sociétés étrangères, allemandes, et encore plus souvent américaines. Mais ils étaient chez eux. Ce que tu nous dis, c'est que dans cette histoire de vote d'ampoule sur les voies ferrées, c'est clair. C'était une opération de l'industrie américaine. Il suffit de circonvenir 2 ou 3 personnes dans les grands groupes. Les 2 grands groupes, c'est PPE, PSE à l'époque. PSE un peu perdu. Donc gauche-droite, socialistes, voilà. Libéraux, comme on disait. Les grands groupes. Voilà. J'appartenais à un groupe dont j'étais vice-président dans mon second mandat, qui avait 28 personnes. Sur 700 et quelques députés, je crois qu'il y en a 760. Le chiffre varie. Mais on ne faisait rien. Mais il suffit d'entraîner 1 ou 2 groupes importants, on a la majorité, mais pour ça il faut circonvenir une personne dans chacun des groupes importants, c'est très simple. Et après il fait voter. C'est là que la prévarication joue à fond. Et puis ça ne se sait pas, parce que qui va se soucier des normes de sécurité applicables, ou qui va se soucier de la taille des véhicules agricoles à moteur et de leurs rétroviseurs? Personne. Donc ça passe complètement sous les radars, ce genre de choses. Les experts, on va les conseiller, ce qu'on appelle les conseillers des groupes, le savent. Est-ce que c'est eux, ceux qui, d'une façon ou d'une autre, qui sont autre chose que des collaborateurs parlementaires? Oui, non, ce sont des collaborateurs. Nous avons, chaque député a une batterie de personnes à son service. Trop. Résultat, il ne travaille pas. Ou peu. Il y a d'abord les collaborateurs personnels. Alors on a une enveloppe, à l'époque, je pense qu'elle a beaucoup changé, c'était à peu près 8 000 € par mois. Il fallait employer quelqu'un. Les gens indélicats employaient leurs femmes ou leurs petites amies, ou leurs fils ou leur belle-mère. Ou les deux. Vous employez ta femme et ta maîtresse. Qui était là pour toucher, simplement. Et qui ne touchait pas une bille par ailleurs. Il n'était pas très formé au droit, et encore moins au droit européen. Ou alors, on pouvait serrer dans l'enveloppe pour en avoir 2 ou 3, selon qu'on les prenne à mi-temps, à tiers-temps, etc. Bon, ça fait déjà 2 ou 3, à tout le moins, quelquefois 4 collaborateurs. Et puis, il y a les collaborateurs de groupe, qui eux sont placés sous l'autorité du président de groupe. Ce qu'on appelle les conseillers. Ce qu'on appelle, oui, on peut les appeler les conseillers, et comme tu dis très bien, ces conseillers sont à moitié conscients de ce qui se passe, mais pas plus que ça, parce que à partir du moment où le chef du groupe a donné la consigne sur les listes de vote de chaque groupe de dire oui ou non au vote de tel ou tel
projet de résolution, les conseillers, les collaborateurs de groupe s'y plient et ils mettent plus quand le président veut mettre plus, moins quand le président veut mettre moins. Et le président, il ne sait pas toujours ce qui se passe. C'est la personne de son groupe qui a suivi le dossier, comme on dit pompeusement, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des relations avec telle ou telle entreprise étrangère. Lui dit ça, il faut absolument voter oui. Ben, il le dit, il le répercute sur les collaborateurs, et les collaborateurs font leur liste de vote que suivent patiemment les députés pris entre. Mais on a toujours la faculté de voter non, même si on a. Il faut faire attention à voter oui. Il faut faire attention quand on vote trop souvent non, parce que quelquefois on dit non à des choses qui pourraient atténuer le mal. Au début, j'avais la propension, je ne comprenais pas grand-chose. Pourtant, j'ai fait du droit, je suis au principe juriste, de droit international. Tu es ancien élève de l'ENA. Et puis, oui, ça apprend certaines petites choses, de proportion encore modérée. Mais enfin, ça ne fait pas de moi vraiment un juriste, mais je voyais bien ce qui se passait. Mais quand même, il y a bien des choses que je ne comprenais pas. Et je votais souvent non, mais je me suis aperçu que mes votes, quelquefois, contrariaient mes desseins. C'est-à-dire que s'il s'agissait de limiter quelque chose qui pouvait être scandaleux, comme j'étais à la commission des affaires étrangères, je m'intéressais surtout au vote de la commission étrangère, qui était passé par la moulinette de la commission des affaires étrangères. Ce non, quand il s'agissait de refuser une résolution qui pouvait diminuer les sanctions, par exemple, dans tel ou tel pays, je me souviens qu'il y a une affaire avec la Tunisie qui était dans le collimateur du Parlement européen, à ce moment-là j'avais voté non, mais j'avais voté contre les intérêts de la Tunisie, donc j'étais plutôt partisan. Bref, on ne peut pas, Eric, voter systématiquement non, il faut quand même à peu près savoir ce qui se passe. Et là, je voudrais mettre l'accent. J'ai d'autres anecdotes à raconter, mais celle-ci, elle est cruciale. La question de la langue. Vraiment, si les Français savaient comment se passent ces fameux votes, et les trafics qu'il y a derrière, ils devraient exiger une chose, alors je le dis pour rire, parce que je pense exactement l'inverse, c'est que tous les candidats un poste de parlementaire européen doivent parler non seulement anglais, mais un excellent anglais, et même un anglais technique. Combien de fois le président de séance, très hypocritement, présente ses excuses parce qu'on n'a pas eu le temps de traduire un texte sur lequel on vote. Alors en principe, c'est conforme au traité, mais il est très difficile. Quand un député dépose un amendement, ça marche surtout pour les amendements. Les textes, ils peuvent être préparés un peu plus avant, donc traduits. Mais quand un député dépose un amendement le mardi, si on vote sur cet amendement le mercredi, le traduire dans toutes les langues de travail du Parlement européen, c'est impossible. Et quelquefois, c'est d'autant plus impossible qu'on ne trouve pas des traducteurs. C'est-à-dire que si c'est un Maltais qui dépose en maltais un amendement, comment voulez-vous, en quelques heures, qu'on trouve quelqu'un qui connaisse la matière de l'amendement, quelquefois c'est très technique, et qui puisse le traduire en letton, par exemple, ou ne serait-ce qu'en danois. Il y a des couples de langues très improbables. Oui, ou en tout cas plutôt rares. Plutôt rares. Y compris avec le français. Oui, ou le gaélique, par exemple, parce que c'est une langue qu'on peut utiliser s'il faut traduire du gaélique en bulgare, c'est très compliqué. Là, il y a des loups. Et voilà. Et par ce biais linguistique, beaucoup de choses passent dans un brouillard très épais. Et très souvent, les matières sont tellement techniques, c'est qu'on n'a pas vraiment les moyens. Voilà, il faudrait passer une nuit encore, je pense que ça ne suffirait pas de lire la veille des votes tout ce sur quoi on va voter le lendemain matin. Et en plus, ce qui est très piégé, c'est qu'on vote très vite. Pourquoi ? Ça, c'est le gigantisme qui est en cause dans cette affaire. C'est que les députés ont le droit, le soir, de rentrer chez eux. Bon, ça va quand vous habitez à Paris et que vous allez à Bruxelles ou à Strasbourg. Il faudrait dire aussi deux mots de cette bizarrerie qui veut que le siège officiellement soit à Strasbourg, mais qu'on fasse 3 ou 4 fois plus de choses à Bruxelles. Bon. Donc, quelquefois on va à Strasbourg, quelquefois, comme je suis un peu étourdi, il m'est arrivé de prendre l'avion pour Strasbourg et de m'entendre dire une fois arrivé que la réunion à laquelle j'allais assister finalement était à Bruxelles. Donc, la
question des 2 sièges ne facilite pas les choses. Quand je dis 2, c'est encore très, très indulgent, parce qu'il y a 3 sièges. Il y a un siège au Luxembourg, qui est le siège administratif. Si vous avez des problèmes, si vous avez été malade, qu'on a perdu votre certificat de maladie ou autre, il faut aller à Strasbourg pour le régler. Soit de Bruxelles, soit de Strasbourg, soit de votre lieu de résidence. Rassurez-vous, vous avez des chauffeurs. Et Luxembourg? Comment ça, à Luxembourg? Il y a un siège à Luxembourg? Oui, à Luxembourg, oui. Oui, parce que tu as dit Strasbourg. À Strasbourg, oui, il y a Strasbourg, il y a Bruxelles et Luxembourg. Oui. Pour les questions administratives, à Luxembourg. Pardon, tu fais bien de me reprendre, en effet, c'est le Luxembourg. Alors vous conduisez en voiture, de Strasbourg, de Bruxelles, de n'importe où. Mais là aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur les débauches de voitures et de chauffeurs qui s'ennuient beaucoup. Une des choses qui m'ont le plus étonné un jour, c'est de m'entendre dire, quand on arrive à Strasbourg, pour la semaine de Strasbourg, parce qu'il reste une semaine de Strasbourg quand même. Chaque mois. Noyé, chaque mois, une fois par mois. Noyé dans l'inflation bruxelloise, on a au moins une semaine. Encore faut-il dire qu'une semaine parlementaire, elle commence le lundi après-midi, quelquefois à 5 ou 6 heures, et elle finit le jeudi, quelquefois à 3 ou 4 heures de l'après-midi, à 15 ou 16 heures. Sauf des petites semaines. Mais, de parenthèse en parenthèse, je perds mon fil. Mais oui, la question de... on pourrait dire beaucoup de choses sur la flotte de voitures. L'affaire, les gens qui sont l'affaire des voitures, c'est assez amusant parce que lorsque des voitures et des camions parce que chaque fois qu'on va à Strasbourg, on porte nos dossiers de Bruxelles à Strasbourg. Je crois qu'il y a 72 camions qui vont de Bruxelles à Strasbourg le samedi ou le dimanche précédent la semaine de Strasbourg et qui 8 jours après rapportent tous les dossiers, les cantines, etc. à Bruxelles. C'est une infrastructure incroyable et extraordinairement onéreuse. Et la phrase qui m'avait amusé, mais ça m'avait fait rire jaune, la phrase d'un chauffeur venant me chercher à la gare de Strasbourg ou à l'aéroport de Strasbourg. Au début je prenais le train, après l'avion. Au début je prenais l'avion, après le train, parce qu'il y a eu un train plus rapide, un TGV pour ça. TGV. Le chauffeur me disant: ah, monsieur Couteau, vous savez, on est bien content quand vous arrivez parce que cette semaine de Strasbourg, pour nous, ça nous permet de travailler. Le reste du temps, on n'a rien à faire. Pendant 3 semaines, ils foutent rien. Donc tu veux dire qu'il y a des chauffeurs officiels du Parlement européen alors qu'il n'y a pas de député. Alors qu'il n'y a pas de député. Mais c'est au cas où on voudrait aller chercher dans son bureau de Strasbourg quelque chose, il faut qu'il y ait... C'est une absurdité permanente, le Parlement européen. Et permanente, et je le répète, onéreuse. Mais onéreux aussi la question des traductions. Alors c'est onéreux parce que ça coûte très cher chercher des traducteurs dans des langues aussi différentes. Avec un effet terrible, c'est que très souvent l'arbitre c'est l'anglais, c'est-à-dire pas l'anglais mais l'américain. Parce que quand on dit qu'on parle anglais, en fait on parle en américain, et appelons les choses par leur nom, ou anglo-américain, qui induisent des obscurités dramatiques pour ceux qui votent, qui ne comprennent pas pourquoi ils votent. Et c'est d'autant plus scandaleux, et je m'étais intéressé à la question parce qu'elle est vraiment capitale. J'ai fait plusieurs propositions tendant à rationaliser le système des langues et à faire ce que fait l'ONU, c'est-à-dire à choisir des langues de travail pour chaque grande région linguistique, et puis les autres langues pourront faire l'objet de traduction, mais pas obligatoirement. Alors, j'avais suggéré 4 langues, l'espagnol, le français bien entendu, l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Alors ensuite, les Italiens ont un peu réchigné et ont voulu une 5e langue de travail. Mais au moins, on s'en serait tenu à ces 5 langues, c'était déjà pas mal. C'est mieux 5 que 24 ou 25. Non, il y a un peu moins de langues utilisées qu'il n'y a de membres, mais enfin c'est la tour de Babel pour le coup. La conséquence habituelle de la tour de Babel, c'est que ça se casse la figure, d'ailleurs, je m'empresse de le dire. L'ONU, qui travaille avec 192 États, alors c'est encore plus compliqué, a été contraint de choisir ses langues de travail. Et je le savais bien, puisque j'avais été
avant Philippe Séguin, de 91 à 94, auprès du secrétaire général de l'ONU, et je voyais bien qu'on pouvait travailler en français, puisque le français était une des deux langues de travail, à telle enseigne que je parlais beaucoup plus français à New York, dans les 2 années et quelques que j'y ai passées, qu'à Strasbourg. Pourquoi? Parce qu'on avait rationalisé le système et qu'on avait institué 5 langues de travail, 5 langues officielles, pardon, et 2 langues de travail. 2 langues de travail qui étaient le français et l'anglais, si bien que tout était en français et en anglais, si bien qu'à peu près tous les responsables de l'ONU parlaient français, qu'ils fussent asiatiques, africains, américano-latins ou européens, à plus forte raison. C'est ce système-là qu'il fallait instaurer dans les cadres des institutions européennes, mais tout le monde, toutes les puissances s'y sont opposées, parce qu'on savait très bien que, faute de rationaliser, on arriverait tout naturellement à l'unilinguisme, qui est la situation actuelle, de l'américain. Et c'est très important que ce Parlement européen, beaucoup plus important qu'on ne croit, travaille à 90 ou 95%, la proportion ne cesse de croître, elle est encore plus importante aujourd'hui que de mon temps, dans une langue étrangère, d'autant plus étrangère que maintenant que la Grande-Bretagne n'est plus membre de l'Union européenne, on ne voit pas pourquoi tout le monde parle anglais, en réalité tout le monde parle américain, parce que le système est américain, c'est tout. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de l'influence américaine telle que tu l'as rencontrée lorsque tu étais parlementaire dans l'Union? Alors, je disais qu'elle est énorme, j'évoquais, il y en a d'autres d'ailleurs, cet exemple un peu caricatural, très parlant des ampoules des chemins de fer, c'est-à-dire un lobbying extrêmement bien fait par les grandes entreprises américaines, et plus discret d'ailleurs que le lobbying des entreprises européennes. Parce qu'ils sont davantage rompus à l'exercice que les Européens, spécialement les Français. C'est pourquoi la France perd beaucoup de contrats et beaucoup d'occasions, parce que c'est pas notre culture. On a une culture d'État, on n'a pas une culture d'influence ou de bargain, pour utiliser un mot anglais cette fois, enfin, c'est-à-dire de négociation permanente entre le privé et le public. La frontière est beaucoup plus étanche en France. On pourrait dire de barguignage. De barguignage en français de Wallonie. Très bien. Donc il y a incontestablement dans l'Union européenne un primat donné aux États-Unis à la politique américaine. Un des exemples est que je disais, j'avais été membre lors de mes 2 mandats, puisque j'étais plutôt diplomate de formation, que j'avais fait du droit de relations internationales, que je suis toujours d'ailleurs en thèse de relations internationales, mais je poursuis ma thèse sans la rattraper depuis de longues années. Une thèse d'État. J'ai encore 40 ans devant toi. J'ai encore un demi-siècle pour la finir, mais enfin le fait est que j'ai quelques occupations malgré tout. Et ce prisme international a fait que j'étais continuellement à la Commission des Affaires étrangères. Il était très fréquent que cette commission reçut des diplomates américains qui venaient nous prêcher la bonne parole. Il suffit de regarder le programme. Alors c'est le délégué du chef du département des affaires européennes au département d'État, c'est tel ou tel ambassadeur spécial envoyé par le président américain. On auditionne. Et j'ai souvent eu affaire à ces personnages avec lesquels je bataillais beaucoup pour mon malheur. J'ai compris plus tard que je me suis fait très mal voir de l'Empire à ce moment-là, parce que quand il y avait justement des représentants du gouvernement américain, j'étais intraitable, enfin j'étais insolent. Donc on m'avait déjà repéré. Et ce qui ne sert pas une carrière, hein, parce qu'il faut dire les choses, quand on va faire une carrière politique en France, si on se met mal, si on est mal vu des autorités américaines, la carrière ne va pas très loin. Hein. Bon. D'ailleurs, j'ai mis un terme. Mais la carrière à la fois politique et médiatique, hein, parce qu'on passe pas souvent dans les grandes lucarnes quand on est sur la liste noire. Très important ça aussi. Je l'ai su par un de mes éditeurs qui me dit arrête de dire du mal des Américains, j'arriverai pas à vendre ton livre. Je peux dire qui m'a dit ça. Oui. C'est Michalon,
l'éditeur, Michalon, hélas disparu, qui m'a dit arrête de taper sur les Américains, sur l'Empire, parce que c'est très difficile d'avoir des médias. Et il établissait un lien direct Oui. entre l'intervention de l'ambassade des États-Unis. Oui, si vous êtes mal vu par l'Empire, il est difficile de publier, il est encore plus difficile d'accéder aux grands médias. Bon, je l'ai fait à l'occasion, mais bien trop rarement à mon goût, parce que j'estime que j'ai quelque chose à dire. Tu as été invité par Berkoff. Oui, mais justement, c'est un dissident, semble-t-il. Mais enfin, je parle de l'époque. Non, j'étais souvent invité à Ce soir ou jamais de Tadei. Enfin, quand même, de temps en temps, je paraissais dans les lucarnes. Mais enfin, c'était un slalom. Et ces interventions répétées des autorités américaines, états-uniennes, comme il faudrait dire d'ailleurs, au Parlement européen, ça se passait presque toujours dans le cadre plus feutré de la Commission des Affaires étrangères, avait le don de m'horripiler. C'était toujours les Allemands d'ailleurs, je n'avais pas encore tout à fait compris la liaison, si je l'avais un peu esquissé dans un livre que j'avais écrit assez prémonitoire en 1997 qui s'appelait L'Europe vers la guerre, aux éditions Michalon justement. Un de mes livres qui s'est mieux vendu à l'époque où je commençais à penser ce que le général de Gaulle voulait dire par anglo-saxon, c'est-à-dire cette connivence extraordinaire entre le monde protestant, les Prussiens et les Anglais. Oh oui, c'est encore plus large, les Scandinaves, les Prussiens, les Allemands, y compris les Bavarois, bien qu'ils soient catholiques, ça dépend lesquels, les Bataves, les Anglais, les États-Unis. Enfin, il y a une unité en réalité. Et l'Occident, c'est ça. Si on parle culturellement de l'Occident, c'est ça. Ça exclut le monde latin. Et nous sommes, si on peut dire, pris en tenaille entre le monde musulman. La fameuse tenaille. La fameuse tenaille. L'islamérique, comme dit mon vieil ami Jean-Pierre Perron-Salugo, les latins, nous sommes pris en tenaille, y compris le cap nord-ouest de la latinité, selon un poète liégeois, Thierry, c'est Augustin Thierry, je crois. Augustin Thierry, poète liégeois, qui décrit Liège comme le cap nord-nord-est du monde latin. La dernière ville civilisée oui. avant le monde barbare. Bon, enfin, c'est un petit passage géopolitique sur lequel il faudrait revenir, mais qui n'est pas dans notre sujet. Pour en revenir à la question des États-Unis, les Allemands, bien entendu les Anglais, étaient toujours très empressés à dérouler le tapis rouge pour les représentants des États-Unis, et comme ils étaient finalement majoritaires et les mieux organisés, les Allemands sont les mieux organisés dans le cadre, parce qu'ils jouent en groupe, ils sont toujours groupés. C'est eux qui mènent le bal et on passait pour un olibrius quand on contestait la parole du représentant américain à venir tracer la politique américaine. Et ça avait le don de m'horripiler sur un sujet qui confirmait ce que j'avais d'ailleurs écrit dans l'Europe vers la guerre, où j'avais prévu qu'il y aurait un jour un affrontement. C'était pas d'ailleurs si difficile à prévoir, puisque j'écrivais ce livre peu après le livre d'Huntington. Non, pas d'Huntington, pardon, de Brzezinski, c'était à peu près concomitant. Huntington était 2 ou 3 ans plus tôt. Le grand échiquier de Brzezinski annonçait clairement que les États-Unis devaient impérativement détruire la Russie et la prendre en main pour pouvoir circonvenir la Chine par le nord, l'US Navy, la marine américaine, se chargeant, là aussi effet de tenaille, de contenir la puissance chinoise par la mer. Par la terre, il fallait contrôler la Sibérie, donc la Russie, et par la mer, il fallait... C'est ce que dit Brzezinski, c'est le grand échiquier. Bien, je l'avais prévu dans l'Europe vers la guerre, et je voyais la question se dérouler sous nos yeux. L'obsession de ces représentants américains, c'était à toute force de couper nos liens avec tous les pays qui n'étaient pas sous contrôle américain à l'Est. Alors à mesure qu'ils devenaient contrôlés par les États-Unis, on a élargi à l'Est, aux États-Unis, jouant en partenariat d'ailleurs avec les Allemands, notamment au sein d'une organisation mal connue mais puissante qui s'appelle l'OSCE. Et sur laquelle je reviendrai parce qu'il m'est arrivé une anecdote en Biélorussie que j'aurais plaisir à vous conter. Mais j'étais tellement stupéfait par l'espèce d'insistance
avec laquelle les États-Unis veillaient comme le lait sur le feu, faire en sorte qu'il n'y ait pas de coopération avec la Russie, que j'avais déposé un projet de résolution avec une naïveté qui était feinte, bien entendu, tendant à engager des négociations en vue de l'adhésion, puisqu'elle devenait démocrate après la chute du mur, l'adhésion de la Russie à l'Union européenne. Voilà. Évidemment, je savais que je n'avais pas grand succès, j'étais même étonné que cette résolution ait été adoptée. Elle n'a pas passé le cap de la Commission des Affaires étrangères. J'ai voté pour. Personne de mon groupe n'a voté pour. Comment tu l'expliques? Par l'atlantisme général. L'atlantisme ou l'atlantisme général, pardon de faire ce jeu de mots un peu simplé. Si, j'ai eu une voix d'un ancien communiste suédois qui a approuvé ma résolution tendant à ouvrir des négociations d'adhésion de la Russie. Mais j'avais fait par provocation, encore une fois maintenant pris, parce que vraiment je me suis mal signalé. Et voilà qu'un jour, alors je tiens à raconter cette anecdote sur sur Minsk. Pardon, excusez-moi. Je suis obsédé par l'affaire ukrainienne. Je crois que c'était en 2001. J'ai fait partie, en tant que membre de la Commission des Affaires étrangères, d'une délégation mixte du Parlement européen et de l'OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, organisation totalement atlantiste, pour observer les élections en Biélorussie. Loukachenski était évidemment candidat à sa propre réélection. Il était décrit, je ne dis pas que c'était un grand démocrate, il était candidat à sa réélection décrit comme un ordre oriental. Ça m'amusait d'aller voir la Biélorussie. Je suis inscrit, il n'y avait pas tellement de candidats, c'est comme ça que j'ai pu y aller à mon avis en passant à travers les filtres. Dans une petite escouade de 5 ou 6 ou 7 membres du Parlement européen, doublé de 5 ou 6 membres de l'OSCE, et quelques-uns venaient d'ailleurs du Conseil de l'Europe. Sous la double présidence d'un Allemand et d'un Néerlandais. On arrive à Minsk le vendredi, nous sommes accueillis dans nos chambres d'hôtel, et quelle est pas ma stupéfaction de voir le dossier de travail de la mission, comportant différents éléments sur la Biélorussie, sur le système politique biélorusse, sur le caractère antidémocratique, évidemment, du président candidat Kaczynski, et le communiqué que l'on devait publier le dimanche soir, les élections étaient le dimanche, le surlendemain, pour décrire ces élections comme complètement manipulées par le pouvoir, illégales et illégitimes, etc., etc. On était le vendredi, on avait déjà le communiqué dans nos chambres d'hôtel pour le surlendemain. Bien, le lendemain, samedi, nous rendons visite à plusieurs partis, car il y avait des partis qui étaient réputés être dans la main du pouvoir. Plus ou moins vrai, il faut dire que la CIA est tellement présente dans ce pays, comme elle le sera plus tard en Ukraine, idem en Géorgie, pour contenir l'influence russe, que ces pouvoirs sont obligés d'être, c'est comme Saddam Hussein, d'être sinon sanguinaires, du moins très autoritaires, parce que les oppositions sont subverties, comme ça s'est passé en Ukraine, par la CIA et par la superpuissance américaine qui est capable de faire tomber les gouvernements jusqu'à ce qu'il en ait un à sa main. Voilà. Donc évidemment, ceux qui sont au pouvoir, ils s'accrochent. Et par tous les moyens possibles et imaginables, qui ne sont pas toujours blanc-bleu. Il y avait quand même, lorsque j'ai visité une dizaine de centres de vote le dimanche, il y avait quand même des opposants. En tous les cas, il y avait une pluralité de listes, il y avait bien le parti au pouvoir, puis il y avait 3 ou 4, selon les bureaux, 3 ou 4 autres listes, avec des représentants des autres listes. Ce qui me faisait dire que certes, tous les partis n'étaient pas autorisés, mais qu'il y avait une petite diversité, un petit début de pluralisme. Hélas, le soir, conférence de presse, à 20h30 ou 21h,
Il y avait les membres de la délégation, il y avait pas mal de journalistes, une vingtaine, trentaine de journalistes et la douzaine de membres de la délégation. Et les deux présidents ont lu le communiqué qui était déjà écrit depuis l'avant-veille. Ce qui n'était pas prévu, c'est que le Frenchie, votre serviteur, lève le doigt en disant « Mais je suis un peu surpris parce que j'ai visité une douzaine de bureaux de vote, j'ai vu qu'il y avait plusieurs listes, j'ai vu qu'il y avait des isoloirs, j'ai vu qu'extérieurement il y avait un début de pluralisme, mais ce communiqué qu'on vient de nous lire n'en tient pas compte, et d'ailleurs il était déjà écrit vendredi dernier, puisque j'ai trouvé dans ma chambre d'hôtel. Alors là, je vais le dire. Il y a eu un vide. Non, c'était pas un vide, c'était un trop-plein, c'était un brouhaha. Évidemment, regard en forme de fusil de mitrailleur des autres membres de la délégation et notamment du président allemand. C'était le plus déchaîné contre moi. Je crois qu'il a aussitôt desserré sa cravate parce qu'il s'est tremblé. Je l'ai vu desserrer sa cravate en disant mais c'est pour me casser la gueule, c'est pas possible. J'ai été, grâce à l'ambassadeur de France qui était là d'ailleurs, qui était un ancien du cabinet de Couve de Murville, c'était son dernier poste, et ben, la chance a voulu que cet ambassadeur était totalement complice avec moi. Il m'a exfiltré, il m'a invité à dîner à la résidence à 11h du soir, pour que je ne sois pas avec les membres du groupe, et le lendemain dans l'avion, je n'emmenais pas large parce que j'étais le vilain petit canard, quoi, qui avait craché dans la soupe. Je me souviens d'ailleurs, ça c'est mon immodestie est telle que je raconte cette histoire. Il y a deux chaînes de télévision en Biélorussie, en tous les cas à cette époque-là. Quand je suis rentré après le dîner chez l'ambassadeur à ma chambre d'hôtel, j'allume la télévision et je vois ma bobine. C'est une vedette en Biélorussie. Expliquant que tout était monté. Et je change de chaîne et je revois ma bobine. J'étais sur les deux chaînes, je passais en boucle. Et j'ai en effet détruit en grande partie le montage de l'OSCE et de l'Union européenne pour décrire Loukachenko, ce qu'il est en partie, mais c'est moins. D'abord, c'est assez compréhensible et c'est moins caricatural qu'on le dit. On voulait décrire Loukachenko comme un homme de main de Poutine. Voilà. C'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai, et en tous les cas, ça s'explique, et en tous les cas, on en discute. L'opération était montée de façon honteuse. Mais vous voyez, ça veut dire que le Parlement européen, là, il n'est pas plus dans des fonctions parlementaires, est conçu comme une machine de guerre, est aussi conçu comme une machine de guerre au bénéfice de la diplomatie états-unienne. Ça, cet exemple était très très marquant. D'ailleurs, à la suite de ça, j'ai reçu une visite un peu étrange d'un bonhomme. Je m'en souviens parce qu'il était extrêmement chic, très, très avenant. Au Parlement européen, on s'assoit, il me propose de me voir, on s'assoit dans une des petites alvéoles, c'était à Strasbourg, alvéoles qui sont devant l'hémicycle, et il me dit écoutez, non, vous ne devriez pas, vous êtes jeune, bon, j'avais 45 ans en 2001. Vous avez votre carrière à construire, vous êtes brillant, vous ne devriez pas obséder sur cette question états-unienne. Vous savez très bien tout ce que les États-Unis ont fait pour la France, enfin vous ne pouvez pas passer là-dessus. Tu parles, mais... étais-je flatté, étais-je intrigué, voulais-je en savoir davantage? J'ai pas rugi. J'ai dit oui, bon, alors qu'est-ce qu'il voulait que je fasse? Que je sois gentil avec Washington? Bah, oui, en tout cas, que vous ne soyez pas agressif, et puis si vous avez un compte en Suisse, vous savez, ça vous emporterait que mieux, et puis on facilitera les choses. Alors, j'avais bien entendu compte en Suisse, ça, je l'ai entendu. Alors je lui ai dit, mais pourquoi voulez-vous que ce soit en Suisse d'ailleurs? Je me suis répondu une chose un peu bizarre. Et pas en Andorre Mais en prenant ça à la rigolade, je me suis levé aussitôt, comme si j'étais menacé des enfers. J'ai dit, écoutez monsieur, je préfère n'avoir rien entendu. Mais, à voix basse et douce, au milieu de grandes considérations sur l'amitié indéfectible, n'est-ce pas, de la France et des États-Unis, même De Gaulle m'avait-il dit, même De Gaulle était l'ami des États-Unis, des Kennedy, avait très bien réagi dans l'affaire de Cuba, etc. Bref, j'étais moins gaulliste que De Gaulle sur la question des États-Unis.
j'ai bien conscience, j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte qu'on avait essayé de me circonvenir. J'en avais parlé à mes assistants de l'époque, ils m'ont dit « c'est pas très étonnant ». Tu penses que tu aurais pu avoir combien? Je ne sais pas. Je me vends pas assez cher. Il y a une autre anecdote d'ailleurs sur la prévarication, parce que, bon, il y a quelques mois, le scandale a éclaté. On a quand même trouvé pas mal de billets j'imagine c'est du dollar, chez des responsables du Parlement européen. Il faudrait aller chercher chez des responsables de la Commission européenne aussi. Il faudrait bien qu'on fasse des fouilles un peu partout, mais c'est rare. À mon avis, l'affaire d'il y a 6 mois est assez proche d'un règlement de compte. D'un règlement de compte. Contre l'Europe latine, justement. Parce que tous ceux qui sont attaqués, soit italiens, grecs. Ou grecs. Oui. Ou belges, mais d'origine grecque ou italienne. C'est la même chose. C'est la même chose, oui. Bien, nous voyons. Nous comprenons à demi-mot. Nous comprenons à demi-mot. Mais. Pour en revenir à cette affaire, la prévarication, la corruption est permanente, y compris sur des sujets qu'on peut trouver moins secondaires. Un jour, j'étais invité à déjeuner par quelqu'un que je connaissais par la francophonie, puisque j'avais été encore auparavant directeur de cabinet Philippe de Saint-Robert, qui fut longtemps commissaire général de la langue française, au titre de quoi j'avais participé à l'organisation du premier sommet de la francophonie. C'était vieux, c'était en mars 86. Donc j'ai toujours été assez engagé dans les questions de défense de la langue française d'une part et de francophonie d'autre part. Ce sont deux choses distinctes. Et d'où ma sensibilité pour la question des langues. Mais elle n'est pas anodine, elle est directement politique. J'étais donc approché par un personnage que j'avais rencontré dans une association de défense de la coopération avec l'Afrique, universitaire, juste comme ça, qui protestait de sa grande admiration pour Gbagbo, le président Gbagbo, lequel était très concurrencé à l'époque, au point d'ailleurs qu'on a frôlé la guerre civile et qu'il y a eu des engagements militaires. Oui, il y a eu plus que des émeutes, il y a eu une confrontation, il y a eu un bout de guerre civile, et Gbagbo n'était pas très solide, il a fini d'ailleurs par perdre le pouvoir. Et ce bonhomme me dit, vous êtes à droite, Gbagbo qui était socialiste ivoirien, qui devait être membre d'une manière ou d'une autre, à tout le moins de l'international socialiste, mais je pense d'autres confréries. Tu veux dire de la maçonnerie? Il y en a tellement. Bon, on peut dire la maçonnerie, mais la maçonnerie a plutôt un rôle positif pour la France en Afrique. Je ne dirais pas le contraire. Je tiens à ce que ça soit dit. La maçonnerie est très utile pour la France en Afrique, pour la langue française. Mais toujours est-il que ce pauvre Gbagbo, il n'avait pas de correspondant de droite. Du coup. Et alors, vous rendriez-vous en Côte d'Ivoire pour rencontrer Gbagbo, petite conversation, vous lui serrez la main, on vous prend en photo. À ce moment-là, j'étais vice-président de mon groupe, ça me donnait un petit lustre. J'étais pas assez aguerri, en tous les cas pas assez au fait de ces questions ivoiriennes, pour dire oui tout de suite, mais en même temps, était en face de lui, comment s'appelle-t-il, Oussama Alassane Ouattara. Ouattara. Contre lequel j'avais quelques préventions parce qu'il était passé par le moule du PNUD et de la Banque mondiale. Enfin, c'était un Ivoiro-américain, quoi. Donc j'ai dit ni oui ni non, et pour me décider, le bonhomme me dit vous voulez combien? Pourquoi faire? Pour prendre mon avion, frais payés bien sûr, être installé un jour ou deux à l'hôtel Ivoire, le bel hôtel d'Abidjan, que je connaissais, à cause de mes pérégrinations francophones préalables,
Et puis voir Gbagbo 5 minutes et lui serrer la paluche devant 3 caméras pour pouvoir dire Gbagbo n'est pas soutenu que par les socialistes et la gauche, il y a aussi des gens de droite, notables, vice-présidents de groupes au Parlement européen qui le soutiennent. Alors à partir du moment où il m'a demandé combien je voulais, j'ai compris qu'il fallait mieux que je ne mette pas mes pieds dans cette affaire. Et tu n'y es pas allé? Et je ne suis pas allé, non, bah, je crois qu'il m'a eu, je ne sais plus, parce que quand je suis seul, enfin quand on m'aide, ça va, je comprends, mais quand je suis seul, je me perds beaucoup dans les questions financières. Je ne suis pas dans le... C'est pas mon talent. Mais je crois que ça devait peut-être 15 000 balles. Euros. Pour 3 jours. 15 000 euros, oui. Et tu les as pas touchés? Ben, j'y suis pas allé, surtout. Je ne suis pas allé voir Gbagbo. Mais c'est pour dire que ce genre d'anecdotes, je pense que la plupart de mes collègues acceptent d'ailleurs, foisonnent et c'est presque naturel. D'ailleurs, quand j'ai raconté ça ensuite, on m'a dit mais tu es complètement idiot. Tu aurais dû dire oui, pour nous c'est pas mal l'hôtel Ivoire. Tu penses que beaucoup de députés acceptent? Oui. Mais oui. Bon. Écoutez, alors ça, c'est un de mes revirements les plus spectaculaires dans ma conception du monde sur les 30 dernières années. J'en parle, je suis en train de rédiger mes mémoires. Il y a 30 ans, je considérais que la morale et la politique n'avaient pas grand rapport, que la politique avait sa morale propre. Il y avait une morale politique que la morale ne connaissait pas. Ne connaissait pas, qu'il ne la connaissait pas. Je pense exactement le contraire aujourd'hui. Je pense que le b.a.-ba de la bonne action politique, le maître mot du bon serviteur de l'État, c'est d'abord la morale. L'usage su que j'aurais certainement eu une vie différente, peut-être moins libre, pour utiliser un terme qui ne veut rien dire, mais je crois qu'il faut faire comme De Gaulle, c'est-à-dire que à partir du moment, il était plutôt chaud lapin, De Gaulle, mais à partir du moment où il a épousé Madame De Gaulle, il était d'une stricte fidélité, et pour n'utiliser que cet exemple-là, il n'a été ce qu'il n'a été que parce qu'il avait coupé ses basses branches, en réalité. Il faut devenir un être moral, très moral, si on veut devenir un grand homme. C'est d'ailleurs ce qui pêche beaucoup dans la classe politique française à droite et à gauche, et surtout à droite. Qu'est-ce qu'elle paye, la droite? Aujourd'hui, elle paye l'amoralisme, l'esprit de jouissance de ses chefs, de ceux qui prétendent relever le drapeau national et qui ne le font que pour accroître leur périmètre électoral, dans le but d'accroître leur potentiel de jouissance. Et c'est ce à quoi je m'affronte sans l'avoir très bien compris depuis 20 ans. Bon, merci Paul-Marie. Et puis on te retrouvera bientôt sur d'autres sujets. À votre disposition, cher stratège.